Si cette émission existe, c'est aussi grâce à la fantastique, magnifique participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Showman et El Pouillou. Faites comme eux, donnez-nous des sous. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui a lâché la caille. Bonsoir, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous écouter dans cette fantastique émission où c'est nous qui parlons, oui, je fais des phrases bizarres. C'est formidable de t'écouter toi. Ouais, c'est ça, j'écoute les auditeurs grâce aux ondes cérébrales et à tout le bonheur qu'ils nous envoient. Dans cette émission, en duo avec mon compère de toujours, Thio. Hello. Dans cette émission, un peu préparée à l'arrache, car nous avons eu beaucoup de travail pour préparer la SP précédente. Nous avons fait des tonnes de courses, nous avons des tonnes de bouquins en stock, alors qu'on commençait à être un petit peu réduit. On va vous faire un petit online pour démarrer, où on va un peu s'alterner avec Thio sur du crowdfunding et du webcomics. Oui, tu aimes t'alterner avec moi? Ouais, non, en fait, non. Mais Puis nos chroniques nous parlerons de Après la chute, Sortie de route, Violent Cases, Corps sonore, Rescapé de la Shoah, sur le premier tome de l'intégrale des petits hommes, et un petit express où nous reviendrons sur les différents pousses de bambou qu'on a reçus ces derniers temps, et aussi sur le tome 2 de Lao. Et je crois que l'on peut tout de suite lâcher direct. On y va, c'est parti. Online. Je vais vous parler de Monaco 1972, une bande dessinée de Manu qu'on trouve chez les auteurs numériques. C'est un truc assez intéressant, donc avec des textes de Johnny Reeve qui raconte une histoire de course. Alors c'est pas du tout mon domaine, hein, moi la Formule 1, etc. Ça se passe à Monaco en 1972. Tu vois, c'est le titre, avec Jean-Pierre Beltoise. C'est le coureur. Et en gros, ils nous ont fait un turbo média dans un style assez sympa, j'aime bien ce côté un peu crayonné, mais qui ressort bien le côté caisse, tout ce que tu veux. On sent que c'est des amoureux de la voiture, ce qui est pas mon cas, hein, j'avoue. On voit que c'est vieux, il y a des pubs Marlboro sur les caisses. Ça existe toujours, ça? Non, non. Enfin, ça dépend des pays. Voilà. Et ils ont fait quelque chose d'assez sympa, qui retranscrit bien un peu, tu vois, avec des vues chauffeurs, avec les gouttes. Et puis surtout avec le petit truc jaune de la visière, quoi. C'est ça. Voilà, moi je trouve que c'est bien foutu. Le Turbo Média se prête bien à cette idée de vitesse. Donc je vous le recommande chez les auteurs numériques et c'est plutôt cool. Ça, c'est à suivre pour le moment. Ça me tient très près de me mettre sur des online, dis donc. Ouais. Alors nous on va chez Ulule pour un crowdfunding qui s'appelle Kirby and Me. Je pense que si vous nous écoutez, vous savez qui est Jack Kirby, quoi. C'est le king. Le king of the comics. Je crois pas qu'il avait assez de cheveux pour faire une banane, mais peut-être que quand il était jeune. Surtout, je t'ai chanté Surfing USA, donc tu vois, à peu près comme c'était nul. Donc du coup, qui est Jack Kirby, c'était le créateur de pas mal de comics, les Avengers, les 4 Fantastiques. J'en oublie certainement, hein, car clairement. Ah, Captain America aussi, je crois que c'est lui. Hein. C'est ça? Oui. Et X-Men et... Ouais, une partie des X-Men. Ouais. Bon, après, voilà. Bon, Jack Kirby, voilà. Et en fait, si Jack Kirby était encore vivant, il aurait eu 100 ans en août 2017. Et donc, des auteurs se sont assemblés, artistes, auteurs, fans, pour faire un... Ouais, il y a de la musique sur un truc que je viens de lancer. C'est de la merde. J'adore quand ça fait ça. Vas-y, continue. Excusez-moi. Surtout, tu vois, je parle de Jack Kirby et j'avais un peu... C'est la fête. Je remettrai la musique tout à l'heure. Donc du coup, ce sera... Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Ce sera un bouquin donc, de 300 pages. Un grand format, une belle couverture, à mon avis, je pense de belles illustrations, parce qu'il y en a quand même déjà pas mal qui sont dedans et qui sont très jolies. Le livre sera à 40 €. Alors, ce sont des préventes. L'objectif, c'est de faire 500 préventes. Là, ils en étaient à 193.
Donc 40 € le livre et vous avez pour 45 € un petit portfolio en plus de 3 illustrations qui peut être sympa. Oui, moi je sais que c'est un truc qu'elle a bien sympa, puis la liste d'auteurs... Alors la liste d'auteurs, voilà, je vous l'ai pas lu parce qu'ils sont quand même pas mal, mais ça donne bien envie, quoi. puis de tous les continents, quoi. Ça va chercher pas mal d'Européens, parce que c'est un projet européen, mais quelques Européens qui bossent dans les comics. Enfin, beau projet, quoi. Ça peut être un beau cadeau si vous avez un anniversaire à faire, je pense que ça peut être un truc sympa. Moi, je vais vous reparler de cette petite musique que vous avez entendue tout à l'heure. C'est la musique de Tougardi. Tougardi, c'est un projet en collaboration avec les éditions La Pastèque. Donc, les éditions La Pastèque, c'est un éditeur québécois qu'on peut trouver en France. Parfois, c'est pas toujours facile, mais qu'on peut trouver en France. Et qui ont révélé pas mal d'auteurs sympathiques. Voilà, donc ça fait cette petite musique. Ça pourrait être le début de Heidi, en fait. Ouais, c'est assez... Voilà, attends, je vais quand même lui dire de se taire parce que c'est un peu perturbant pour parler. Ou dans les Alpes avec Annette. Voilà. Donc, en gros, tu vas te retrouver à suivre la vie d'un livreur de pizza. Et suite à ça, il va lui arriver des aventures extraordinaires. Voilà. Plein d'auteurs québécois se sont lancés dans le truc. C'est prévu pour être mensuel. Le premier, c'est Pascal Girard. Deuxième illustrateur, c'est Geneviève Godbout, qui est, elle, pour le coup, un style moi, que j'adore. C'est... voilà, ça a l'air sympa. Ce petit côté... Cadavre exquis suivi, c'est-à-dire que c'est à chaque fois des auteurs différents qui vont travailler dessus, est plutôt cool, c'est léger. Ça montre un peu la production québécoise qui arrive parfois jusqu'à nous, mais pas toujours. Parce que c'est vrai que l'éditeur La Pastèque est pas super bien distribué. Voilà. Moi, je vous recommande d'y jeter un œil. Et c'est sur le site de Télé-Québec. Voilà. C'est une commande de Télé-Québec. Donc en plus, ils sont payés. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais nous, on va retourner encore chez Ulule pour une bande dessinée, clairement. Là, on n'est plus sur le artbook ou le recueil pour Jack Kirby. Companies. Alors là, on est sur un space opéra à l'ancienne, c'est tel que eux le définissent. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. Donc là, les humains, désormais, travaillent tous pour des corpos. On est dans un space opéra vraiment... graphiquement, je trouve que ça fait vraiment à l'ancienne. Ça a l'air pas mal, ça donne envie. Maintenant, il va falloir voir après au niveau de l'histoire, mais en tout cas, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Vous avez là en plus les 12 premières pages qui peuvent être lues donc, via un site. Et excusez-moi, des petits problèmes de... Hop. Pour 26 €. J'adore les petits problèmes de hop. Ouais, mais c'est qu'en fait, j'ai un mauvais chargement de page, désolé. Vous avez donc pour 26 € donc, le livre entier. Pour avoir une dédicace, là c'est beaucoup plus cher, ça fait 100 €. Mais à 45 €, vous pouvez avoir le livre et un fac-similé d'une planche originale de l'histoire. Oui, ça peut être sympa, un bel encadrement. Alors a priori, ce sera donc une bande dessinée, donc un format classique, 64 pages minimum. Et je pense que du coup, si le crowdfunding fonctionne bien, il pourrait même y en avoir davantage. Voilà, je pense que ça peut être une bonne expérience. Et là, tu vas nous parler de quoi ? D'après la chute. Après la chute, une bande dessinée de Laurent Kessy et Juzen. Alors, je sais pas s'il y a un prénom, j'ai même pas vérifié. Ouais, non, c'est Juzen. Donc, un artiste étranger qui a un style magnifique et qui nous fait une couve qui déchire et qui fait très envie. Ceci se passe 96 ans après ce qu'ils ont appelé la chute, c'est-à-dire que d'un coup, l'humanité, il y a eu un gros cataclysme et l'humanité est retombée un peu dans un air un peu... je veux dire... Post-apo, t'as plus d'électricité, t'as plus rien, quoi. Ouais, mais t'as l'impression que c'est plus un côté très préhistoire, tu vois, dans le truc. Il y a eu un grand réchauffement climatique aussi. Donc, si tu prenais... si d'un coup il n'y a plus d'électricité, à mon avis, on va quand même vite revenir à un mode un peu préhistorique. Hein. Oui, non, mais il y aurait pu avoir d'autres technologies. Enfin là, tu vois, tu sens que on suit des peuples nomades qui
qui vivent de la chasse et qui se démerdent pour Et de la cueillette. Ouais, c'est ça. Enfin, bon, voilà. Donc, je pense aussi, et ça, c'est pas précis dans la BD, qu'il y a eu un réchauffement climatique. On y reviendra plus tard. Ça, c'est toi qui le dis. Ça, je ouais. pense que c'est totalement personnel de ta part. Donc, le truc, c'est qu'il y a toute une bande de trafiquants d'esclaves qui essayent d'agresser l'héroïne et son clan. Et bien sûr, ils vont essayer de s'en sortir. Et là, ils vont être confrontés à rencontrer des personnes qui sont en lien avec la chute. Voilà. Donc, c'est un one-shot. Et on va tout de suite parler de la chose magnifique. C'est le dessin, parce que le dessin est vraiment superbe. C'est des planches magnifiques. C'est très bien raconté pour le coup. Ça marche bien. On suit bien les personnages. Une couleur numérique qui déchire sa maman. T'en prends vraiment plein les yeux. Même si, et c'est là que moi je vais être un peu négatif, je trouve qu'il y a un petit côté racoleur quand même sur les caractères design et les fringues des personnages, notamment féminins, même si les hommes ne sont pas mieux lotis. Non, mais mieux lotis. Après, comme je on avait parlé, je t'avais dit oui, mais dans un monde post-apo, et ce qui n'est pas montré, tu vois, par exemple, dans une série comme Lost, le premier truc qui va manquer aux êtres vivants, c'est des fringues. Putain, ils vont dans le moindre kiabi ou le truc comme ça, dans un truc post-apo où il n'y a pas eu d'explosion. Non, mais il n'y a pas eu Il n'y a rien qu'à brûler. Mais forcément, il y a tout le monde qui est déjà... Enfin, tout le monde est allé déjà s'habiller, si tu veux. Mais il y a des vêtements pour 2000 ans, là. Mais t'es 70 ans après, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tissu. Je veux dire... Non, si. Je veux dire, on va tous se retrouver à poil si c'est à la fin du monde. Bon, donc, je suis pas convaincu par ton argument, mais ça se tient. Ouais. A priori, oui, c'est quand même le premier truc qui va te manquer sur une île déserte, hein, c'est les fringues. Mais bon... alors pour le côté dessin, je suis entièrement d'accord avec toi. Au niveau des couleurs, je trouve que ça déchire, c'est clair. J'ai été un peu déçu par la fin, que j'ai trouvé un petit peu rapide. L'histoire est, je trouve, bien racontée, bien menée. T'as des petites révélations tout le long qui font que tu te relances dans l'histoire. Mais la fin, je suis resté, ça a été un peu rapide pour moi. C'est un peu la coïncidence de la mort. Voilà, sans spoiler. Voilà, c'est ça. C'était un peu, sortons les violons et jetons des pétales de rose dans le ciel. J'exagère un peu, mais non. Tu exagères juste légèrement, mais voilà. Mais oui, non, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a un univers qui est intéressant, il y a un sujet qui est intéressant, mais que ça aurait pas mérité un one shot. Ouais, mais ça aurait pu être une série avec une série de rebondissements, avec un monde un peu plus approfondi, parce que là on voit qu'il y a plein d'idées qui sont rushées, c'est peut-être aussi ce qui donne cette impression parfois un peu légère, tu vois. Après, c'est le souci qu'on a déjà eu en parlant avec des auteurs, c'est que des fois c'était un one shot que l'éditeur a voulu en 2 tomes, et peut-être que là l'auteur a proposé un diptyque ou un triptyque, et qu'en fait l'éditeur lui a dit non, ce sera juste un tome. Niveau négociation, il y a de la place, hein. Il y a plus de 80 pages. Oui, non, mais voilà, peut-être que c'était, oui, mais peut-être que justement, il a proposé 2 et qu'en fait, on lui a dit 1 et il lui a dit, bah écoute, tu pourras augmenter un peu le nombre de pages. Oui, voilà. Peut-être, voilà. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est une histoire sympathique. On passe un bon moment et c'est vrai que juste pour le côté graphique, je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil. Ouais, l'auteur est très sympa et voilà. Mais oui, voilà, il y a toujours un peu cette déception finale. Alors moi, je vais vous parler de Sortie de route de Didier Tronchet chez Glénat. Alors, Sortie de route, ça va être l'histoire de notre... Excusez-moi, putain, désolé. Faut trouver un nom. Non, mais j'en ai plein le cul des feuilles qui tombent des trucs, quoi. Mais les feuilles qui tombent des trucs, c'est tous les résumés que tu as besoin d'avoir qui sont écrits dessus. Alors arrête de râler. Bon, on va suivre donc un commercial qui est un commercial que mon fils adorerait, je pense. Commercial en travaux publics. Ah ouais. c'est le truc, voilà, avec des disons que ton fils serait client, tu serais ruiné. Ouais, je préfère les modèles réduits finalement. Donc on va suivre donc le Régis qui est parti en vacances avec sa femme et qui justement avant de partir en vacances doit passer voir un dernier chantier, essayer de vendre, de conclure les derniers contrats. Et en fait le petit souci c'est que il va se passer quelque chose, c'est que sa femme Valérie va redevenir en fait une gamine de 10 ans. Voilà, grosso modo, tu quittes ta voiture, tu avais ta femme à côté qui t'attend, tu reviens et en fait c'est plus ta femme, c'est elle mais en petite 10 ans. Donc là du coup Régis va être un petit peu emmerdé.
décontenancé, surpris, emmerdé. On le serait à moins. On serait à moins, surtout en plus que visiblement, sa femme devait avoir un petit caractère étant enfant. Hein. Mais du coup, ça va lui permettre un petit peu de se redécouvrir, de redécouvrir sa femme, on sent quand même dès le départ qu'il la laisse un peu de côté et que c'est le mec qui aime bien avoir tout écrit, tout minuté pour ses vacances. Et là, voilà, il va du coup un peu devoir lâcher prise et va un petit peu se laisser aller. Et voilà, il va redécouvrir sa femme. Je vais pas vous raconter donc la fin quand même, faut pas non plus abuser, on va pas spoiler, hein, on n'est pas là pour ça. Non. Mais je trouve voilà, c'est un récit qui est mené avec beaucoup de talent, parce que clairement j'ai trouvé que toutes les péripéties qui vont vivre, c'est quand même bien, c'est bien écrit. Puis c'est très bien amené à chaque fois, t'as pas l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, que c'est le méga coïncidence. Non, c'est que le gars il essaie de trouver tous les moyens possibles de s'en sortir, quoi. Il veut se débarrasser de la môme parce qu'il sait pas quoi en faire. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est quand même un récit qui, je trouve, plein de sensibilité, avec un bon feeling, voilà, sur les sentiments, sur le côté fragile du gars qui, finalement, au départ, te donne l'impression d'être un gros con et ben, finalement, il change au fur et à mesure du bouquin. Non, c'était une bonne découverte. Voilà. Oui, bah j'étais assez content. Alors je connais un peu ces BD humoristiques, hein, principalement. Et son trait se prête bien à l'histoire, je trouve. Il a un trait assez schématique. Des visages assez simples, mais un travail de la couleur que j'aime bien aussi. Beaucoup dans les tons, là il joue beaucoup sur les tons de la chaleur, dans les jaunes, dans les... même si, d'un point de vue narration, on est sur du basique de chez basique, c'est un gaufrier en général de 2 cases par 3, quoi. De temps en temps, il fait une page un peu plus grande pour montrer un paysage, mais c'est vrai que il y a aucune virtuosité dans la narration, mais il y a une efficacité, en fait. Et je trouve que ça fonctionne bien. J'ai passé un bon moment à le lire. C'est une belle escapade. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Bon, là, ça va être difficile pour moi de pas... De médire. De médire. Violent Cases de Neil Gaiman et Dave McKean. C'est une de leurs premières collaborations. Donc, c'est une réédition de quelque chose de très vieux chez Urban Graphic. Donc, c'est sorti 40 000 fois chez 40 000 éditeurs. Et on reviendra un peu sur l'histoire de cette BD derrière. Alors, c'est l'histoire d'un gamin qui va chez une sorte d'ostéopathe, ostéopathe chiropracteur. Je pense que d'ailleurs, ça devait peut-être être chiropracteur à la base, parce que vu l'époque, ostéopathe n'était pas très à la mode. Et qui se rend compte que, vis-à-vis de quelques discussions, que l'ostéo en question, c'était l'ostéo d'Al Capone. Voilà. Et ce gamin va nous raconter un peu les histoires que lui raconte ce gars, comment ça se passe dans son entourage, comment est-ce qu'il les interprète. Et c'est tout du point de vue du gosse, et c'est ça qui est assez génial, parce que nous, ce qu'on voit, on l'interprète d'une façon, mais c'est pas du tout ce que raconte le môme. Il y a un vrai décalage entre l'image et le texte. Alors, surtout qu'en plus, c'est pas le môme qui raconte, pardon. C'est le môme devenu adulte qui raconte ce souvenir de quand il était petit, il a rencontré l'ostéo de... Voilà. Donc c'est vrai que au niveau du récit, c'est un petit peu imbroglio. D'ailleurs, le môme adulte en question est copié sur Neil Gaiman à l'époque. Il a sa gueule. Voilà. C'est une assez belle histoire. C'est une histoire de mafieux, donc c'est toujours assez cool les histoires de mafieux. Ce point de vue change un peu la donne qu'on peut avoir, parce que c'est un point de vue extérieur d'un môme qui n'est pas de milieu mafieux, etc. Et on a ce dessin virtuose de Dave McKean qui mélange photo, découpage, crayonné, des multiples techniques de l'ancrage pour montrer les différentes époques, les différentes perceptions. Parce que par exemple, cet ostéo, à un moment, a une tête, et puis un jour, il en a une autre, parce qu'il se dit, ouais, mais en fait, maintenant, quand je me souvenais à l'époque, il avait plutôt cette tête-là. Bref... j'ai passé un très bon moment, surtout que historiquement, c'est une des premières collaborations entre ces deux auteurs, qui est beaucoup plus abordable que Signal to Noise, dont on avait parlé précédemment, qui est un peu plus difficile. Clairement. Et qui est une belle histoire d'enfance. Moi, j'adore. Je suis fan.
Euh, Graphiquement, c'est une vraie claque. Au niveau scénaristique, c'est, comme tu disais, beaucoup plus accessible que d'autres productions qu'ils ont fait ensemble, ou même chacun d'un côté. Euh, Moi, tu passes un bon moment, en fait. Et surtout, c'est que comme tu disais, tu te crées toi-même beaucoup d'images, mais qui sont en fait totalement décalées par rapport à ce que le gamin ensuite te montre. Bah, disons qu'on comprend qu'il arrive des choses, cet ostéopathe, voilà, et c'est jamais dit. À aucun moment. Euh, c'est juste que, à un moment, le môme va croiser l'ostéopathe dans un endroit, euh, Un anniversaire. un anniversaire, voilà, et nous, on voit qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais le môme, lui, pour lui, non, il n'en parle pas. Et on ne sait pas si c'est le souvenir du conteur qui est modifié pour aller dans ce sens-là, ou enfin, il y a toujours un doute qui est plutôt cool, quoi. C'est sur les histoires, c'est sur comment est-ce que je raconte une histoire, comment est-ce que je me souviens des choses. Et c'est un thème qu'aime beaucoup Neil Gaiman, hein, Neil Gaiman, ouais. les conteurs, la façon dont on se souvient des histoires, le lien à l'enfance, on le retrouve dans ses bouquins jeunesse, on le retrouve dans Sandman, on le retrouve dans ses romans aussi, hein, Stardust, etc. Bref, voilà. Et puis en plus, c'est une très belle édition chez Urban, je trouve. Papier mat, enfin couverture mat, beau papier. Couverture récente, parce qu'il y a eu 40 000 rééditions. Donc, et ils se sont mis à mettre toutes les préfaces et postfaces des différents auteurs qui ont écrit dessus. Donc voilà. Moi, je suis fan, je y mettrais même un coup de cœur, mais je ne sais pas si tu vas me suivre, parce que... Voilà. Non. Je suis désolé, ouais, non, j'irai pas jusqu'au coup de Je, cœur. je m'y attendais. Hein. Je le comprends aussi tout à fait. Alors clairement, c'est vrai que le petit bonus de cette édition-là, c'est quand même que tu as toutes les couvertures de Dave McKean des différentes éditions. Et tu vois, tu vois son trait évoluer aussi. Tu vois son trait évoluer, mais surtout, voilà, c'est tout le travail que lui est capable de faire avec tout le talent qu'il a, quoi. Et là, mais je mettrai pas non plus un coup de cœur dessus. Désolé. Pas grave. Je te pèterai un genou. Alors, je vais devoir vous parler de Corps sonore. Putain, le début, je vais devoir vous parler. Ça annonce une chronique pleine d'entrain. Ouais, mais en même temps, écoute, voilà, je suis quelqu'un, je suis entier, je mens pas, quoi. Donc, Corps sonore de Julie Marot, aux éditions Glénat. Bon, alors, je vais juste citer, donc c'est par l'autrice de Le bleu est une couleur chaude, Fauve à Angoulême, prix du public et tout. Voilà. Donc, c'est sur la couverture, hein. Pour bien le vendre, ils l'ont bien mis en place. Bah, ils ont intérêt à mettre ça pour le vendre. Tu viens de le dire. Bah, Ils ont intérêt à mettre ça pour le vendre. Et Julie Marot Voilà. reste une autrice un peu underground au niveau graphique, au niveau des propos. Et il n'y aurait pas eu ce succès du bleu et une couleur chaude, qui était un succès pour un premier album. Elle n'aurait pas eu cette médiatisation qu'elle a pu avoir. Et puis il n'y aurait pas eu d'adaptation en film. Et il y aurait, enfin, tu vois, C'est vrai, c'est vrai. Donc oui, ce serait débile de pas dire. Au fait, au cas où vous n'avez pas reconnu le style, c'est la personne qui a fait ce bouquin-là que vous avez peut-être bien aimé, quoi. La formulation que tu as utilisée déjà, je trouve, montre des choses. Mais bon. Alors, qu'est-ce que le bleu est une... Non, par contre, il faudrait que tu me rendes le livre quand même, parce qu'il faut que j'en parle. Oh là là. Alors, donc, qu'est-ce que Corps sonore? En fait, c'est des tranches de vie. Alors, moi, j'ai structuré ça donc au Québec, Montréal, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Voilà. Des tranches de vie, en fait, sur des rencontres amoureuses. Alors, certaines rencontres durent plusieurs pages, d'autres durent juste 2-3 pages maximum. T'allais dire quelque chose? Vas-y. Oui, puis il y en a certaines, ça raconte juste un coup d'un soir, et d'autres, ça te raconte L'histoire d'une vie. l'histoire d'une vie. Donc, Oui, non, mais c'est ça, c'est l'amour un peu dans tous ses états, quoi. Alors, justement, donc pourquoi est-ce que j'ai pas été... ta Merde. tablette n'est pas un support de livre. Oui, mais ça, c'est que le livre est lourd. Il y a beaucoup de pages. D'ailleurs, oui, je vous le dis quand même, c'est un livre qui fait presque 300 pages. Donc voilà, vous avez quand même, c'est un beau volume, hein. Alors pourquoi moi, du coup, j'ai pas trop accroché donc à tout cet assemblage de petites histoires. Graphiquement, Julie Marot, ça me plaît toujours autant. Son dessin, son trait. Oui, ça a l'air d'être de l'encre et du crayon, un mélange d'encre et de crayon. Et puis elle varie en fonction des histoires aussi. Hein, Voilà, et du coup, style. l'ensemble est vraiment classe, quoi. Mais moi, le souci que j'ai eu avec toutes ces petites histoires, c'est que justement, en fait, c'est plein de petites histoires et que certains m'ont parlé plus que d'autres. Et du coup, voilà,
je sais pas, j'ai presque envie de m'excuser, d'être désolé de vous dire que ça m'a pas franchement trop plu, quoi. T'aurais aimé que ça te plaise, en fait. En fait, Plus, c'est ça. j'aurais aimé que ça me plaise plus. Certaines histoires j'ai bien accroché, mais d'autres beaucoup moins. Et du coup, c'est un peu le ressenti que j'ai, c'est assez mitigé sur l'ensemble de Corps Sonore, quoi. Ouais, c'est là que tu vois qu'il est réussi. C'est un peu comme les femmes de ta vie. Tu vois. Et c'est là que tu te dis Ça a que été- c'est certains- exceptionnel quelque part. Certains, ça a été une réussite, d'autres de moins, d'autres moins. Oui, c'est sûr. Ouais, tu vois, c'est un livre qui touche au but. Alors, il y a quand même un fil rouge, c'est-à-dire qu'on voit au début, dans la première histoire, dans le prologue, une sorte de plan de la vie amoureuse, comme un plan du métro, et tu vas suivre un peu ce côté-là. Donc moi, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que de temps en temps, quelques personnages reviennent dans d'autres histoires, etc. Mais c'est vrai qu'il manque un peu ce fil conducteur entre ces personnages. Moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout la variété de l'amour qui est présenté, c'est-à-dire homo, hétéro, pansexuel, machin chose. Des choses même qui sont pas du tout proches de ce que je peux connaître. Voilà, c'est-à-dire que, comme j'ai envie de dire maintenant, des homosexuels, on en connaît, on arrive à l'admettre, à l'accepter, parce que ça fait partie de notre vie de tous les jours et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres sexualités qui sont plus à la marge et dont on parle très peu. Et là, ça les traite. Ça va très très loin dans tous les sujets. Et à chaque fois, en fait, ça parle d'amour et pas de sexualité. C'est ça qui est intéressant. Il y a du sexe, mais ça parle un peu de comment est-ce qu'on va vivre cette recherche de l'amour. Et puis aussi, parfois, ça parle de cul de façon crue, tout ce qu'il faut. Et moi, c'est ça, c'est cette diversité que j'ai aimé. C'est que des fois, oui, il y a des histoires qui sont un peu plus sympas à écouter, mais à chaque fois, je trouve que ça sonne très juste. Alors que c'est pas forcément facile à écrire. Tu vois, quand tu es hétéro, écrire une histoire, tu as envie de te dire, quand t'es hétéro, écrire une histoire d'homo, c'est pas facile. Quand t'es homo, écrire une histoire d'hétéro, c'est pas forcément facile. Mais en fin de compte, je trouve que ça sonne, quoi qu'il arrive, juste tout le temps, parce qu'on sent que c'est des histoires d'amour, et que peu importe ta sexualité, une histoire d'amour reste une histoire d'amour. Et moi, j'ai trouvé que ça marchait bien de ce côté-là. Et puis en plus, ça se permet des façons de raconter différentes. Il y a des passages muets, il y a des passages plus bavards où c'est juste un dialogue en huis clos. Il y a presque aussi une scène d'action avec la scène de la glace, là, qui est très sympa, où il marche sur la glace et il tombe et il se sauve la vie, entre guillemets. Je trouve que c'est un beau portrait de l'amour à notre époque, au Québec. Alors après, voilà, il y a ce côté québécois on sent qu'il y a fait un tour, parce que on a toutes les expressions. Bon, j'avoue, avoir les petits astérix pour t'expliquer toutes les expressions québécoises, ça fait sourire, parce qu'en fait, on les comprend dans le contexte. J'aurais plutôt mis un petit glossaire au début, histoire tu le lis, et ensuite tu lis ta BD, quoi. Ça te coupe un peu moins. J'aime pas, genre, tu vois, les notes de bas de page. Sauf quand c'est Pratchett, j'ai toujours un peu du mal. Mais... Là, c'est pas des notes de bas de page. Oui, Pratchett, ces notes de bas de page, elles font un roman. Donc, ouais, non, moi je trouve que c'est une belle histoire pour ça. Ça raconte les choses d'une belle façon. Et c'est un beau portrait d'une époque. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais pour autant, peut-être comme tu dis, ce qui m'a décontenancé, moi, c'est qu'il n'y ait pas le fil rouge, c'est l'amour, ok, mais il n'y a pas la petite continuité dans les Oui, histoires. c'est une série de nouvelles thématiques. Ce sont vraiment des petites nouvelles, comme je disais, des petites histoires qui vont faire 2, 3, 5, 6 pages, peut-être, je crois peut-être 8, 10 pour les plus grandes, mais pardon. Mais ça m'a, voilà, certaines m'ont plus intéressé, d'autres m'ont bof. Ça m'a pas amené beaucoup d'enthousiasme, on va dire. Et c'est surtout ça que j'ai regretté. Après, je suis d'accord avec toi que sur le côté, donc différents types d'amour, c'est clair que voilà, c'est vrai que c'est une vraie richesse du bouquin, quoi. Oui. Voilà. Pour moi, c'est le point fort de ce bouquin. Passe à la suite. Les rescapés de la Shoah. Oui, un livre joyeux. Bah oui, parce qu'ils sont rescapés. Ils sont rescapés. Donc c'est plutôt pas mal. Rescapés de la Shoah est une bande dessinée adaptée d'un format court de la BBC, qui était des documentaires en animation, et qui a été adapté par l'auteur Ryan Jones. Donc les scénarios sont de Zen Whittingham. C'est chez Flammarion Jeunesse, et en gros, on va avoir des témoignages de 6 rescapés de la Shoah. Oui, on a un chat qui est en train de hurler à côté. Va-t'en, le chat. Merci.
Non. Non. Mais c'est un son qui traverse les micros, c'est impressionnant. Surtout qu'elle est dehors avec le double vitrage, quoi. Tu te dis, Oui, oui. Bref, reprenons. On va essayer d'ignorer ce fait-là. Ces 6 survivants qui nous racontent leur histoire. Quand ils sont arrivés, maintenant ils sont tous anglais. Et un peu comment ça s'est passé pour eux. Alors ça va d'une histoire assez simple avec la jeune fille qui en fait a tout de suite été envoyée rapidement en Angleterre et qui donc a peu connu de choses vraiment difficiles et enfin je dis pas que c'était facile mais c'est parce que c'est par rapport aux suivants qui eux ont été dans les camps parce que sur les derniers et en fait il y a chaque récit a un peu une progression dans l'horreur et la difficulté que l'enfant aura rencontré parce que ce sont des histoires d'enfants. Il y a un style graphique très simpliste qui fait un peu, je pense qu'il y a une volonté de faire un peu dessin d'enfant, même si je trouve quand même le trait un peu bien travaillé quand même, hein, c'est assez propre. Voilà, je trouve que c'est intéressant, c'est un beau témoignage, surtout qu'il y a une partie documentaire à la fin qui nous remet un peu ce que sont devenus les personnages, enfin les personnages, les gens qui nous ont raconté ces histoires. C'est vendu comme une sorte de mouse pour enfants. J'ai envie de dire, ouais, bah, faut pas abuser non plus. Ouais, non, faut pas abuser non plus, quoi. Non. C'est quoi? C'est le mouse ou c'est le pour enfants? Mouse, enfin, de toute façon, dès qu'une BD parle de juifs et de la guerre, c'est le nouveau mouse, etc. Donc, c'est l'argument commercial. Donc, non, c'est pas mouse. Et le pour enfants, oui, tout à fait. Mais, c'est des témoignages intéressants, mais il manque une vision d'auteur pour que ce soit vraiment en termes de BD, que ce soit vraiment transcendant, tu vois, que c'est ce qu'il y avait dans Mouse, c'est qu'en plus du témoignage de son père, il y avait une vision d'auteur, il y avait une façon de raconter, il y avait la relation entre le père et l'enfant, il y avait la question de qu'est-ce qu'être juif, comment est-ce que je le vis maintenant, donc c'était beaucoup plus profond, et je pense qu'un Mouse pour enfants pourrait être aussi profond sans être aussi... enfin, pourrait ne pas être simpliste. Là, c'est pas simpliste, mais on reste sur du fait. C'est très factuel, en fait. L'impression que ça donne. Voilà. Alors, je valide assez. C'est vrai que moi, ouais, voilà, je me suis retrouvé avec le bouquin entre les mains. Je l'avoue, je l'ai pas lu avec... je suis pas allé avec grand plaisir au départ. Les histoires sont bien menées. Graphiquement, c'est efficace. Mais pour moi, c'est pas un livre qui apporte quoi que ce soit au sujet. Malheureusement, hein, on a déjà eu beaucoup de témoignages. Et pour moi, il apporte rien de neuf. Vraiment. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça m'a pas vraiment... c'est la volonté de parler de ces choses-là aux enfants. Après, je ne sais pas s'il existe d'autres choses pour parler de la Shoah aux enfants. Il y a peut-être un créneau à prendre. Commercialement, tu vois, je veux dire... Non. Non, on va laisser le créneau où il est et ça sera très bien comme ça, je pense. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire pour moi. Nous revenons en 1967, monsieur. Alors, le premier tome donc, de l'intégrale des Petits Hommes par Seron chez Dupuis. Alors, donc, pour l'instant, il y a, je crois, 7 tomes qui sont parus d'intégrale. Ça va de 3 ans à chaque fois. Ça dépend du nombre de tomes, d'albums qui sont parus entre... Ouais, ça entre 3 et 2 ans pour certains, quoi. Donc, Pierre Seron, qui est donc le créateur des Petits Hommes. Les Petits Hommes, donc, ça va être... c'est l'histoire donc d'un village qui a été réduit. Ils ont tous été réduits à une taille microscopique, un peu comme des mini-pousses. Microscopique. Petite, une dizaine de centimètres, comme des mini-pousses, pardon. Voilà, donc une dizaine, 10-15 centimètres, et qui ont dû, en fait, je crois que c'était le visage de Rajvol, et ils ont donc tous été transformés suite à une météorite qui est tombée, en fait, dans le village. Des chats aussi ont été transformés, tout a été transformé, et en fait, D'ailleurs, pour ça, on va vous mettre une ambiance sonore de chat transformé en petit homme. Là, il est en train de se transformer. C'est ces personnages, c'est cette nouvelle vie dans leur micro-village. Ils vont tout recréer. On va avoir des décors assez futuristes. On va avoir des avions, des vaisseaux pour voler. Enfin, oui, ils ont une technologie assez de pointe. Hein. La technologie est vraiment de pointe grâce... Pour les années 60. Ouais, grâce surtout à leurs scientifiques, comment ils s'appellent
Ah, je ne sais plus, là, je t'avoue. J'ai un trou, je suis désolé. Donc moi, pourquoi les petits hommes? Parce que c'était une de mes premières découvertes en bande dessinée, avec les tuniques bleues dont je vous ai déjà parlé. Et du coup, là, l'édition d'intégrale est vachement chouette parce qu'on vous raconte comment Pierre Seron est arrivé à travailler donc chez Spirou pour faire donc les. Sachant que c'est sa première BD en plus, hein. Ouais. Sa première série, quoi. Le gars, il a tout de suite eu le truc. Puis on voit aussi son style graphique qui a beaucoup évolué entre temps, parce que les premiers dessins de le héros qui s'appelle Renaud, graphiquement. Il est moche au début. Hein. Voilà, même lui en est conscient d'ailleurs. Mais l'histoire est intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé sur donc la première histoire. Donc, ce qui est marrant, qui avait été réédité dans le tome 19 parce qu'il n'avait pas édité un album au premier coup. La première histoire, ce que je trouve assez génial, c'est que le début est très 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 moderne en termes de narration. Il n'y a pas de texte. Tu vois juste les scènes qui se passent. C'est à toi de comprendre par le dessin ce qui arrive. C'est pas forcément super clair, mais tu vois l'avion qui arrive, ils ouvrent une piste d'atterrissage pliante, etc. Je trouve ça très moderne parce qu'en général, en bande dessinée franco-belge, à l'époque, on avait plutôt tendance à mettre beaucoup de texte au début pour mettre dans l'ambiance et raconter ce qui se passait et tout de suite aller dans le vif de l'action. Là, il commence par poser une ambiance et c'est après qu'il explique comment ils en sont arrivés là. Et je trouve que c'est une narration vraiment moderne plutôt que de partir du début, de dire voilà, enfin tu vois, ce côté flashback qu'il y a dans le premier tome, cette façon de voilà. Et de toute façon, on sait que Seron après coup va beaucoup jouer de ses expérimentations et sur la modernité de la bande dessinée. Ça, c'est dans les tomes d'après. Hein. C'est ça. Après, on va voir. Après, il va y avoir plusieurs sujets qui vont être abordés, hein. L'antimilitarisme. Le pacifisme, même s'il y en a du coup beaucoup d'avions de combat, pour ça, il faut avouer que c'était génial, quoi. T'as plein de mirages. Ouais. Bon, maintenant les mirages, c'est un peu dépassé, mais c'est un joueur. J'ai trouvé que c'était vraiment l'intégrale est intéressante parce qu'elle amène beaucoup de documents vis-à-vis en plus de choses qui des fois n'ont même pas. Enfin, même moi, en ayant eu toutes les bandes dessinées, je les avais pas lues parce que c'était que dans le Spirou. Quoi. Oui, des récits courts qui étaient parus dans Spirou, qui sont tous remis dans l'ordre chronologique. C'est l'intérêt des intégrales du Puy pour ça, c'est parce que tu retrouves tous les mini-récits, les petites histoires, etc. Et puis une mise en contexte aussi. Je trouve que c'est ça qui est très bien, parce que souvent c'est dur de replonger dans une BD des années 60. Donc là, il y a une modernité qui fait que ça passe encore, je trouve. Mais c'est dur de se replonger dans une BD des années 60, parce que la narration a changé, la façon de dire les choses n'est pas la même. Tu regardes les premiers Spirou de Franquin, par exemple. Ils ont un petit coup de vieux, quoi. Et pourtant, ça marche bien. Voilà. Et c'est vrai que redire, attendez, à l'époque, regardez ce qui existait, quoi. Regardez ce qu'il y avait autour, et vous comprendrez pourquoi est-ce que c'était une série qui était exceptionnelle pour son temps. Voilà. Et puis j'ai appris aussi que Seron avait commencé pas tout seul. Exactement. Je le savais pas. Tu le savais, toi? Non plus. Voilà. Je savais qu'il avait bossé avec Mitei, parce qu'à un moment ils en parlent de Mitei, mais je savais qu'il avait bossé avec sur certains tomes, mais je m'attendais à ce que ce soit un peu comme Roba qui avait bossé sur Terstation et Fantasio, qui était venu donner un coup de main au scénario. Je pense que c'est peut-être aussi un peu la même approche. On sait pas. Enfin, en tout cas, voilà, vous aurez. Je parlerai peut-être sans doute des tomes suivants, peut-être pas en détail, mais en tout cas, pour revenir peut-être une fois que j'aurai les 7. Bon, on va se faire comme pour Violent Cases en fait, c'est ça? Toi, tu mets un coup de cœur? Ah non, je n'ai pas un coup de cœur. Pas sur celui-là en fait. Pas sur celui-là, mais surtout c'est qu'en plus c'est vraiment je me suis offert l'intégrale parce qu'en fait les tomes sont retournés à l'autre propriétaire possible de la famille, c'est-à-dire mon frère. C'est dur ces séparations. Hein. Voilà, donc du coup en fait mon frère a voulu récupérer ces bandes dessinées, salaud. Et en même temps il m'a piqué aussi mes tuniques bleues. D'ailleurs ça j'ai pas compris pourquoi, mais ah, là à un moment donné il va falloir que tu négocies sévère, gars. Voilà, donc du coup je me suis offert juste l'intégrale et c'est vraiment intéressant d'avoir ce retour-là avec tous les documents qui sont à côté par rapport justement à la mise en contexte. Mais les intégrales du Puy sont très bien. Moi, je me débarrasserais bien de mes Spirou pour les remplacer par la version intégrale de Dupuis, tu vois. Ouais. Mais j'ai du taf. T'as du taf, ouais, je veux dire. Moi, j'ai que 7 tomes. Bon, en même temps, je crois que c'est quand même des tomes qui sont à une 25 ou 30 euros. Oui, mais je pense que je vends d'occasion les Spirou, je me retrouve à peu près dans les tarifs, tu vois. Possible. Voilà, faudrait voir ça. Express. Eh ben, on va revenir un petit peu sur Pouce de bambou.
les derniers numéros qu'on a reçus. Tu peux me les passer, Thio, s'il te plaît, que je me remémore. Donc, on a reçu Le Bon Petit Henri par Hameau, Les Musiciens de Brême par Thomas Priou, et Hansel et Gretel par Mathilde Domecq. Alors, je crois que c'est Hansel et Gretel qui est une réédition. Hansel et Gretel, tu Voilà, au nouveau format. Pour rappel, cette série, c'est des contes qui sont adaptés en bande dessinée muette avec le texte qui est présent en bonus et des petits cours de dessin pour nous expliquer comment dessiner les personnages. On va pas revenir sur l'intérêt de cette série qui est vraiment très très bien pour les gamins. Très très intéressante. On va peut-être revenir un peu sur ceux qui nous ont le plus marqué. Et moi je dirais que oui, le dessin de Mathilde Domecq est vraiment génial sur le Hansel et Gretel. C'est super prenant. Les autres sont un peu plus classiques, je trouve, un peu plus standards. Bref, vu qu'on est dans un express, je peux le dire rapidement. Le Hansel et Gretel, il vaut vraiment le coup. Thio, quelque chose à rajouter Graphiquement, le Hansel et Gretel, je suis entièrement d'accord. Après, le passage au nouveau format m'a permis, on va dire, de travailler beaucoup plus facilement avec en classe. Voilà, parce que moi, je trouve que c'est un super outil pour la classe. C'est aussi un super outil pour votre gosse. Voilà, clairement. Le petit garçon qui criait au loup, je peux vous dire que la tête de mon fils, la première fois où il a vu le loup sortir du bois, voilà, celle-là, elle est gravée dans ma mémoire et je la garde de côté parce que c'est un petit... Et la chef de Monsieur Seguin à la fin celle-là, je ne l'ai pas racontée. Ah ouais, c'est bizarre. Oui, mais en même temps, dans le petit garçon qui criait au loup, tu te poses la question de savoir est-ce qu'il s'est fait bouffer ou pas. Hein. Et nous, on a la réponse d'ailleurs. Domas nous l'avait donné. Low, tome 2, Optimisme de surface, de Rick Remender et Greg Tocchini. Dans les épisodes précédents, rapidement. Dans les épisodes précédents, rapidement, on avait donc la famille Kane, qui était donc un grand timonier, qui avait donc une armure qui pourrait aller sous l'eau et tout pour chasser. Oui, dans un futur où en fait on ne vit plus à la surface de la Terre, on vit sous l'eau. Parce qu'en fait on peut plus vivre à la surface de la Terre parce que le soleil tape trop, que c'est pollué, enfin. Et avant de partir, les humains de la surface ont envoyé plein de sondes dans l'univers tout entier pour essayer de retrouver une planète qui leur permettrait de survivre et justement de migrer, en fait, de changer de planète. Et donc dans le premier tome, on avait donc la famille Kane qui a été attaquée par des pirates. Le père est tué, la mère est laissée en vie et on lui a enlevé ses 2 filles. Donc fin du tome 1, elle est partie à la recherche de ses filles. Avec son fils. Avec son fils, qui est un serial loser, mais qui va trouver la foi. Et fin du tome, voilà, on va dire. Et oui, ils ont vu qu'il y avait la sonde, une sonde qui était revenue. Et ils ont eu un message qui dit qu'une sonde est revenue sur Terre et qu'a priori, si elles reviennent, c'est qu'elles ont trouvé un endroit où la vie peut s'implanter. Donc du coup, Stell Kane, qui est donc la mère, d'un optimisme forcené, on va dire, elle décide de mener une expédition pour aller récupérer cette sonde, retrouver les coordonnées et ensuite donc, quitter la Terre, quoi, amener les humains à survivre. Parce qu'elle y croit et c'est possible. Voilà. Et donc, premier tome, il s'était retrouvé dans une autre cité sous l'eau qui était dirigée par le pirate qui avait attaqué donc la famille. Ils ont retrouvé donc une des filles qui était devenue en fait son esclave. Mais voilà. Je ne dirais pas trop. Voilà. Là, on va commencer le tome par la deuxième fille, qui en fait, on ne savait pas où elle était, mais en fait, elle était dans une autre cité sous-marine qui fait penser à une sorte de communisme à la 1984, quoi. On enlève toute liberté de penser, tout le monde doit avoir un esprit uniforme. Oui, alors que la cité précédente, ils nous montraient que c'était plus c'est bientôt la fin du monde, niquons comme des malades, on va faire la teuf. C'est ça, c'était un peu l'orgie tout le temps. Et dans ce tome-là, donc Stell Kane, qui s'est échappé de la première cité pirate, a avec elle 2 anciens condamnés de cette même cité qui vont lui permettre, l'aider, on va dire, dans sa quête pour retourner à la surface. Parce que l'air de rien, en fait, pour retourner à la surface, je ne sais pas comment ils font, mais ils doivent être à 72 000 lieues sous les mers, quoi. Parce que pour remonter, ils en chient quand même. Bon, est-ce que c'est toujours aussi bien ? C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi beau ? Alors, pour moi, personnellement, c'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi bien. C'est bien mené, c'est plein de dynamisme.
et des phases qui sont très sympas parce qu'on a des petits flashbacks, on a des petits retours en arrière, des petites introspections des différents personnages. Et on découvre aussi pourquoi les différents personnages font telle ou telle chose. Non, c'est vraiment bien mené, c'est intéressant. Moi, ça me plaît beaucoup. Je sais que Tizak était beaucoup plus réfractaire, même limite en train d'essayer de me brûler mes tomes. Voilà. J'avais bien aimé le tome 1. Donc voilà. Faut que je dise le 2 encore. Mais... Chacun son truc, mais franchement, c'est vraiment une histoire très sympa. Ok, eh bien merci. On a réussi à finir en moins d'une heure. Une émission de moins d'une heure. Et Il suffit qu'on se débarrasse de Tizak. C'est parce que c'est Tizak. Tizak, il parle trop. Ouais, Tizak, il est bavard, quoi. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Nous sommes ravis d'avoir fait cette émission. On vous promet un petit programme pour la suite, toujours aussi charmant, parce que là, on a un stock de BD super bien. On parlera très bientôt de Pereira Prétend, qui a été choisi par nos tipeurs. Que vous avez choisi, d'ailleurs, cher tipeur. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous tiper. Hein. Vous nous mettez un petit euro par-ci, par émission, par exemple. Puis si vraiment ça vous semble trop, vous pouvez dire que vous mettez que 2 maximum par mois, parce qu'on ne produit pas tant d'émissions que ça. Hein. Mais nous, ça nous aide, ça nous permet de faire des bonnes choses, de nous garder notre matos en état, de nous acheter de nouvelles BD et de continuer à... Et du coup, d'acheter de la BD des tipeurs. Voilà, et du coup, de continuer à vous satisfaire. Et d'ailleurs, chers tipeurs, vous allez bientôt recevoir votre mail, donc déjà commencez à ceux qui ont le droit de choisir. Quelques élus. Les quelques élus. Commencez à réfléchir à ce que vous voulez nous faire lire, avec quoi vous allez nous faire souffrir. En tout cas, merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, à bientôt.